Salut tout le monde, bienvenue au cours Abdo Neuro. J'ai eu l'idée de développer Abdo Neuro. Je revenais de Nice et puis je me suis dit, les préparateurs physiques, les experts en conditionnement sportif, on parle toujours des abdos. Ça intéresse tout le monde. Ça intéresse les gens qui font du CrossFit. Ça intéresse les préparateurs physiques qui s'occupent de joueurs de foot, de rugby, mais aussi au Québec, par exemple, de hockey sur glace. Même si on met en place une stratégie qui semble extraordinaire sur papier, pourquoi est-ce que ça donne pas toujours les résultats qu'on veut quand on se met à faire les exercices dans la salle de sport? Puis pourquoi est-ce qu'on n'a pas toujours le transfert qu'on aimerait avoir sur le terrain ou sur la patinoire si on pense au hockey sur glace? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment vous donner l'idée des IP Vibes. On va vous faire le pont, le lien direct entre les stades de développement, le recrutement des chaînes musculaires, tout ça dans le contexte du recrutement abdominal de façon tout à fait spécifique. Ça va être pertinent, puis vous allez comprendre des choses que vous n'aurez jamais compris jusqu'à maintenant. Donc, pour tout vous dire, si vous ne le savez pas encore, à l'Institut IP, on utilise pour savoir comment agir, comment évaluer, comment intervenir, on utilise ce qu'on appelle la pyramide d'apprentissage. C'est deux auteurs américaines, des ergothérapeutes, Williams et Schellenberger, en 94, qui ont trouvé le moyen de schématiser, dans le contexte d'une pyramide, exactement comment fonctionne le développement d'un être humain. Et pour ce qui nous intéresse, sur les 4 stades qui permettent le développement de la bipédie. Et dans ce contexte-là, il y a le recrutement de tous les muscles. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a le recrutement des muscles abdominaux. Donc, ce que je vais faire pour les prochaines explications, c'est que je vais vous faire le pont entre les différents stades de développement et exactement quelles sont les chaînes musculaires qui sont recrutées. Après, évidemment, au niveau de la prescription d'exercice, on va évidemment coller la pratique à la théorie, à savoir qu'en fait, on fait juste refléter comment ça fonctionne au niveau biologique, au niveau de la physiologie humaine. La pyramide d'apprentissage de Williams P. Schellenberger comprend 4 stades. Le stade 1 de la pyramide, on parle de l'information sensorielle. Il faut se rappeler que oui, on est intéressé à ce qui est moteur, comme préparateur physique, comme physio, chiro, ostéo, mais en fait, le moteur, il se nourrit du sensoriel. Donc, meilleures sont les contributions sensorielles, meilleur va être le rendement moteur. Le stade 2, c'est le stade sensorimoteur. En fait, c'est là où il commence à avoir des contractions musculaires volontaires chez l'enfant. Et de par le contexte positionnel de l'enfant, il y a des muscles abdominaux qui vont être recrutés avant d'autres. Le troisième stade de développement, c'est le stade perceptuel moteur. Et à ce moment-là, on est dans du mouvement, mais avec un objectif. Autrement dit, en stade 2, on bouge pour bouger. Et le mouvement clé du stade 2, c'est le rampé ventre au sol. Dans le stade 3, on bouge, on est en quadrupédie. Et là, le but, c'est d'aller vers un objet. En fait, c'est du mouvement vraiment avec l'idée d'atteindre un objectif. Et le quatrième stade, et non le moindre, une fois qu'on a gagné sur le rampé ventre au sol, sur le quatre pattes, on a les prérequis pour tenir debout. Et c'est là qu'on doit mettre en place des connexions qui sont corticales pour activer les abdos, mais qui se basent sur toutes les connexions sous-corticales qui se sont mises en place lors des stades 1, 2 et 3, comme on le voit chez Williams et Schellenberger. On va regarder un peu plus en détail chacun des 3 stades. Le stade 1, plus particulièrement, oui, c'est le sensoriel. Il y a 3 composantes, 3 compétences sensorielles qui sont vraiment plus primordiales que les autres. Et ce sont les composantes tactiles, proprioceptive, ce qui va vraiment percuter sur la sangle abdominale, c'est la composante vestibulaire. Parce que dans le contexte du stade 1, hors tout autre contexte, on apprend à mobiliser son corps dans l'axe et par le fait même, la tête apprend à bouger avant-arrière. Et lorsque la tête passe en arrière, on active les canaux postérieurs de l'oreille interne, on active la chaîne postérieure. La première étape de développement pour avoir accès à son tronc, à ses abdominaux, puis vraiment au concept de sangle abdominale, mais de façon très large. La toute première étape, c'est déjà de connecter avec la chaîne antigravitaire, donc l'acquisition de la connexion entre le cerveau et les muscles de la chaîne tonique antigravitaire posturale. Et à partir de ce moment-là, ça se fait de par la compétence vestibulaire, le fait qu'on acquérit cette compétence-là avec des mouvements tout à fait particuliers. Certains de ces mouvements-là, je vais vous les montrer dans la composante pratique de la formation.
Notre premier exercice, le glissement dorsal actif, objectif, recrutement de la chaîne antigravitaire. Les pieds sont fixes, sont stables. Ce sont les genoux par un mouvement rythmique qui vont créer le mouvement du bassin, le mouvement de la tête. Tout ça, ça doit bouger ensemble, ça doit être fluide et on fait ça pour 3 minutes. Dans le doute, on relâche un peu la mâchoire. Donc, l'exercice qu'on vient vous montrer, en fait, le glissement dorsal actif, c'est vraiment, vraiment essentiel de maîtriser cet exercice-là. Pourquoi? Parce qu'à la naissance, on est, comme vous le voyez dans la diapo, en syphose. Une syphose qui est tout à fait physiologique, qui est normale, qui est même souhaitable médicalement parlant. Sauf que, en temps et lieu, l'idée, c'est de passer sur un tonus d'extenseur qui va devenir un tonus antigravitaire dès le stade 2 de développement, dès qu'on nous met ventre au sol, puis même dans le stade 1, où à partir du moment où on nous met ventre au sol, on va nécessairement vouloir voir ce qui se passe en avant de nous autres, ça ne changera jamais. Et à partir de ce moment-là, on va connecter oreille interne, canaux postérieurs, chaîne antigravitaire, et c'est vraiment dans le contexte des exercices comme le glissement dorsal actif qu'on vient de voir, qu'on va être capable de créer cette connexion-là, qui est la toute première à créer. Si on a vraiment à vous donner un ordre, puis c'est ça le but de la formation, la toute première connexion à créer, c'est vraiment celle entre les canaux postérieurs, la chaîne antigravitaire, avant même de penser aux obliques, aux transverses de l'abdomen. C'est que il faut se donner la chance d'avoir un tonus des extenseurs pour développer un accès optimal sur le corps et pour pouvoir le faire après ça de façon volontaire. Pour le deuxième exercice, l'isométrie en extension, très simplement, on garde les pieds au sol, on crée l'extension par le thorax, on garde une flexion de la tête, surtout une flexion des cervicales hautes. Et l'objectif, c'est de tenir dans cette position-là exactement jusqu'à 3 minutes. Vous commencez peut-être à voir que les exercices que je vous présente ressemblent parfois, pour celui qu'on vient de voir, l'isométrie du tronc en extension, des fois ressemblent parfois à ce que vous connaissez. Et juste pour être sûr que vous sachiez que ce n'est pas un accident, je vous parle d'un de mes mentors, le Canadien, Dr. Stuart McGill. Donc, Stuart McGill, c'est un professeur émérite de l'Université de Waterloo et ça fait 30 ans en fait qu'il enseigne la biomécanique, mais plus que ça, pour ceux qui ne le savent pas, non seulement le Dr. McGill fait des expérimentations en laboratoire avec des colonnes vertébrales de porc, mais en fait, il fait des expérimentations sur le terrain avec les hommes et les femmes les plus forts et les plus fortes au monde qui travaillent en powerlifting, en force athlétique. Donc, c'est pour dire qu'il a vraiment l'expérience labo et terrain. Et puis, les conseils de Dr. McGill sont repris par à peu près tous les grands de l'industrie quand on pense à qu'est-ce qui est important au niveau du recrutement abdominal, quels sont les ratios de force à respecter quand on parle des forces des extenseurs, des forces des fléchisseurs. Et à ce moment-là, vous allez voir que même si le docteur McGill, il n'a peut-être pas la lentille neuroévolutive qu'on a à IP, ben, si jamais vous commencez à voir qu'il y a des liens à faire, c'est pas pour rien, c'est qu'il y en a. Et vous allez voir qu'en fait, on n'est pas tant sur le terrain des contradictions, c'est juste qu'on est quand on parle du modèle biomécanique sur des vecteurs, sur des leviers, sur des forces, et c'est tout à fait justifiable, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Je pense qu'on peut mieux comprendre le modèle biomécanique ou structurel quand on a en tête la lentille neuro, quand on comprend le neurodéveloppement et qu'on se dit au final, on est tous d'accord qu'on doit recruter des muscles. Après ça, dans quel ordre, dans quel ratio? Ben, quand on regarde le modèle structurel qui est proposé, on se rend compte qu'en neuro, on n'est peut-être pas si loin de ce qu'on sait depuis le début, sauf que quand on pratique le modèle structurel comme il est enseigné depuis des années et que des fois où ça ne fonctionne pas comme on veut, c'est peut-être parce qu'on n'a pas l'attention aux détails de ce qui se fait en neurodéveloppement. Et le but de la formation abdo-neuro, en fait, c'est pour vous de faire le pont entre le structurel puis le neurologique. Puis d'ailleurs, dans les formations de IP, c'est ce qu'on fait du début à la fin de la formation. Pour le troisième exercice, le poisson haut sur bas, les pieds joints. Un peu d'extension au niveau du tronc, mais surtout un travail en flexion latérale. On garde les pieds collés ensemble, on fléchit à droite, isométrie de 2 secondes, on revient au centre, on fléchit à gauche, isométrie de 2 secondes et on revient au centre. On fait ça pour 120 secondes. Comme vous le voyez sur la diapo, Dr. McGill, c'est un vrai. Alors, c'est le genre de gars qui s'entraîne, qui est actif. En fait, il a développé une batterie de tests d'endurance. C'est vraiment important, ça, parce que Dr. McGill comprend, comme je dis, même s'il n'a pas la lancée neuro nécessairement, parce qu'il a assisté à une de mes conférences à Toronto et je peux pas vous dire
qui était nécessairement d'accord ou non avec l'aspect neuro parce qu'en fait, son expression faciale avait pas changé du début à la fin de ma conférence. C'était mon bon ami Gabriel qui l'avait accroché dans le corridor, qui lui avait dit, Docteur McGill, je sais que vous êtes occupé, mais mon chum Matt présente, il faut absolument que vous veniez voir de quoi il va parler parce qu'il va parler des abdos puis du deadlift. Et comme de fait, on a eu Dr. McGill assis devant nous pendant toute la présentation. Comme je vous dis, jusqu'à ce jour, je ne sais pas trop ce qu'il en pense du modèle neuro, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, euh, déjà, lui, il est dans l'aspect de l'endurance des muscles abdominaux. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, lui, il se dit si un dos est pour être en santé, oui, être fort, oui, être puissant, mais que, a priori, le point de départ, c'est vraiment d'être endurant. Et ça, c'est exactement ce qu'on dit en neurodéveloppement, à savoir que les toutes premières compétences, surtout des muscles extenseurs, des muscles antigravitaires, c'est pas la force, c'est pas la puissance, c'est l'endurance. L'endurance de nous permettre de tenir debout pendant plusieurs heures, ce qui nous donne accès volontairement à pouvoir faire des contractions musculaires efficaces pour la force, pour la puissance. Donc, on est vraiment avec Stuart McGill sur le profil de l'endurance dans sa batterie de test. Et lui, en fait, va faire un ratio très intéressant entre le test d'endurance des fléchisseurs du tronc, le test d'endurance des muscles latéraux du tronc, puis vous l'avez deviné, le test d'endurance pour les extenseurs du tronc. Pour le rampé latéral, notre quatrième exercice, on va travailler en extension, mais aussi en chaîne latérale. Du même côté, on va fléchir la hanche, on va abaisser l'épaule. Isométrie, on revient au centre, on passe à gauche. Isométrie de 2 secondes, on fait ça 120 secondes. Donc, j'ai voulu vous faire une diapo juste avec la batterie de test de McGill parce que oui, encore une fois, il y en a qui la connaissent, d'autres pas, mais dans tous les cas, je pense que c'est essentiel que vous connaissiez son travail parce que c'est vraiment un des chercheurs que je respecte le plus. Comme je vous dis, non seulement il y a l'expérience laboratoire, publication scientifique, mais en plus, on sait qu'il a livré des résultats fiables sur le terrain avec les hommes, les femmes les plus forts, les plus fortes au monde. Donc, des chercheurs comme ça, il n'y en a pas des dizaines et surtout pas dans le domaine qui nous intéresse, par exemple au niveau du développement de la force athlétique. Donc, si vous regardez ici le test des fléchisseurs, hein, tout est fait en l'isométrie. Ça aussi, c'est intéressant. L'endurance, l'isométrie, on est à fond dans le neurodéveloppemental, en fait. Donc, et l'intégration des réflexes archaïques, qui n'est pas un thème que Stuart McGill développe, mais nécessairement, il en intègre sûrement certains de par le travail, à savoir qu'il travaille en endurance, ce qui est vraiment ce qui détermine les conditions du développement moteur de toute façon. Donc, on est sur le premier test, comme vous le voyez en haut à gauche, on est sur le test des fléchisseurs. L'image en plein centre, on est sur le test des chaînes latérales. Et le troisième test, on est sur le test, évidemment, de la chaîne des extenseurs. Pour l'exercice du pont amphibien, on va commencer le travail sur les chaînes obliques. Alors, on lève sur 2 pieds. On lève un des 2 pieds, on stabilise sur le pied qui reste au sol, on redescend sur un pied et on reprend l'extension de la hanche sur 2 pieds pour alterner à ce moment-là sur l'autre pied. On stabilise, on redescend et c'est de l'anti-rotation qui fait qu'on va activer les chaînes obliques. On fait ça pour 120 secondes. Alors, quand on regarde en fait au niveau des ratios de force qui sont acceptables pour Stuart McGill, on va bien se rendre compte que quand on regarde, par exemple, pour ce qui est fléchisseur versus extenseur, pour McGill, on est quand même supposé être capable d'être un petit peu plus endurant en extension qu'en flexion. Et c'est tout à fait souhaitable quand on y pense dans le contexte antigravitaire où on travaille surtout avec les extenseurs, beaucoup moins avec les fléchisseurs. Sauf que le contexte initial, quand on est, c'est qu'on est en chaîne de flexion. Donc, la tendance, c'est peut-être qu'on est plus propice à vouloir faire de la flexion, mais au niveau de la performance, au niveau de l'atteinte du but qui serait d'être équilibré sur 2 pieds, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a de toute façon besoin de plus de travail des extenseurs que des fléchisseurs. Donc, c'est d'autant plus important quand on regarde l'échelle de valeur, les comparaisons des ratios de force chez McGill. Quand on les compare à ce que nous, on considère qui est normal en neurodéveloppement, on se rend compte qu'on dit au final la même chose. Dans tous les cas, on a besoin d'une bonne connexion sur le système des extenseurs
En neurodéveloppement, on sait que ça passe par l'activation de la compétence vestibulaire avec les canaux postérieurs. Sinon, pour le recrutement des chaînes latérales, on dit qu'on a à peu près un ratio égal entre le côté droit et le côté gauche. Et ça, pour nous, chez IP, ça fait énormément de sens. Je donne un exemple. À partir du moment où vous rampez ventre au sol et que vous avancez un peu comme une couleuvre, ben, vous êtes supposé avoir le même recrutement à gauche des chaînes musculaires qu'à droite. Donc, après, pour l'endurance, pour les tests de McGill, ça fait beaucoup de sens de penser qu'on devrait avoir un ratio égal entre les muscles de la chaîne musculaire latérale gauche et les muscles de la chaîne latérale droite. Pour l'exercice du retournement, qui est un exercice de chaîne oblique, en fait, l'idée, c'est de tourner sur son axe. Donc, on utilise la jambe qui va nous aider à pivoter. Dès qu'on a battu la gravité, on la ramène vers l'autre pour maintenir l'axe. Alors, on se dirige sur le ventre, on revient sur le dos, on s'en va du côté opposé pour encore une fois revenir sur le dos. On fait ça en tout 120 secondes. Alors, pour Stuart McGill et puis pour Épée, comme je disais, c'est un peu le même objectif, c'est juste qu'on le regarde ou on le voit un peu différemment, mais on est tous les deux d'accord pour dire que ça prend un très bon tonus des extenseurs. Après, quand on regarde le neurodéveloppement, on comprend un peu plus pourquoi. On est tous nés un jour et très rapidement, on nous a donné une note sur 10. Cette note sur 10, c'est le score d'Apgar. Ceux qui se connaissent un petit peu plus en médecine ou qui connaissent des infirmières, des infirmiers vont le savoir. La note sur 10 nous donne un score qui permet aux médecins de savoir à quel point nos chances de survie sont bonnes dès nos premiers instants sur cette terre. À partir du moment où 2 de ces points-là sur 10 est attribué au tonus musculaire, on sait que si on est et qu'on est très tonique en chaîne de fermeture, on score 2 sur 2. Donc, là où à la naissance, c'était tout à fait favorable d'être en surprogrammation de chaîne des fléchisseurs, avec le temps et en temps et lieu, qu'on regarde ça d'un point de vue neuro ou purement structurel avec Dr. McGill, il faut en venir à un ratio où, à la limite, on est un peu meilleur pour travailler avec les extenseurs versus les fléchisseurs. Pour l'exercice de quadrupédie un peu plus accessible, donc le 4 pattes pour la stabilité, on soulève la main et le genou opposé, on prend une isométrie, on croise, on revient à la position de départ. Juste avant de déposer, on prend une pause pour tout ce qui est développement du contrôle moteur. On redépose. Évidemment, on procède, on fait exactement l'inverse. On fait tout ça en tout pour 120 secondes. On va maintenant parler du stade 2 parce qu'on a couvert tout ce qui était théorie et pratique pour le stade 1 chez Williams et Schellenberger. Donc le stade 2, c'est le stade sensorimoteur. En fait, c'est comme je disais, c'est un peu le stade du début du mouvement volontaire. Et le mouvement clé de ce stade-là, comme on l'a dit, c'est le ramper ventre au sol. Alors, il faut comprendre qu'à ce moment-là, il y a 2 systèmes musculaires qui vont être recrutés. Le premier, les extenseurs pour pouvoir regarder ce qui se passe en avant. Le second, les chaînes latérales pour pouvoir, telle une couleuvre, se promener du point A au point B. C'est aussi au stade 2, quand on apprend à se retourner du dos au ventre et du ventre au dos, qu'on active en fait d'autres chaînes musculaires. En fait, quand on réussit à se retourner d'un côté ou de l'autre, on active, vous pouvez juste l'imaginer, ce qu'on peut appeler les chaînes musculaires obliques. Et les chaînes musculaires obliques, c'est vraiment d'une importance capitale pour le sport quand on parle de force, de l'exploitation de la force dans le plan transverse. Pensez à tous les sports où on a besoin de lancer un objet, d'attraper un objet. Au niveau de la boxe, être capable de... Je veux dire, tout se fait au niveau de l'expression de soi dans le sport, dans le plan rotationnel. Alors, évidemment, la maîtrise des exercices de retournement que l'on fait au sol, ben, c'est les prérequis pour être performant en rotation sur un axe prédéterminé quand on est sur 2 pieds ou même des fois au hockey sur glace où des fois on compte un but sur un patin à peu près en perte d'équilibre, mais toujours avec un axe et on opère alentour de cet axe-là dans le plan transverse. On y est presque. On a vu ensemble le stade 1 et l'importance absolue, capitale et absolue de gagner sur le plan
sagittal au niveau des extenseurs. On a vu qu'au stade 2, on continue ce travail-là une fois qu'on a connecté le cerveau avec la chaîne antigravitaire. On y donne plus d'endurance parce qu'on est ventre au sol et qu'on travaille sur les chaînes latérales. Vous voyez, il y a vraiment une importance dans l'ordre où on est supposé connecter notre cerveau avec les muscles de l'abdomen. Tout ça pour donner, par exemple, par la suite, quand on teste chez un adulte, des ratios intelligents, comme ceux qu'a développé Stuart McGill au niveau de qu'est-ce qui se fait entre les fléchisseurs et les extenseurs, par exemple. Au stade 3, on est sur le stade perceptuel moteur et là, on est vraiment sur quelque chose d'absolument extraordinaire parce qu'on est dans le mouvement avec l'idée d'un objectif. Et c'est le stade de la quadrupédie. Il y a à ce moment-là 3 systèmes musculaires qui vont être activés pour aller chercher de la performance. Ben, il y a encore le système antigravitaire parce qu'une fois qu'on est en quadrupédie, on travaille encore contre la gravité. Il y a encore le système des muscles latéraux pour pouvoir se promener du point A au point B. L'ajout qui est vraiment, je souris parce que je me dis, c'est vraiment la clé et c'est ce qui manque tellement dans la programmation des exercices, c'est qu'on a toute l'obsession de travailler sur le transverse de l'abdomen, sur les muscles profonds, mais l'accès aux muscles profonds, il se fait en quadrupédie parce que contextuellement parlant, on n'a pas le choix de maintenir le tronc contre la gravité. Il est plus en contact avec le sol. On doit le faire avec les abdominaux et pas que les abdominaux profonds, mais aussi tous les abdominaux superficiels. Et au fait, et les profonds et les superficiels doivent travailler ensemble pour être capables d'exploiter le recrutement en stabilité qui va donner, une fois qu'on est bipède, la force et la puissance, par exemple, dans le plan transverse. Pour le 4 pattes pour expert, version isométrie, on va soulever les côtés opposés, on stabilise 2 secondes, on redépose, on fait exactement l'inverse. Évidemment, on est sur un travail beaucoup plus difficile. On s'aligne pour 120 secondes. Puis quand on parle de quadrupédie, pour la plupart des gens, même les gens en performance sportive qui ont un peu plus leur entier neuro, on parle à peu près tous de ce que j'appelle, moi, la quadrupédie initiale. À savoir que quand on se déplace du point A au point B, les genoux reviennent toujours qu'à être en contact avec le sol. Sauf que ça, c'est vraiment le point de départ de la quadrupédie, et pas juste pour les athlètes, mais pour les enfants. La quadrupédie avancée qu'on va travailler dans les exercices que je vous suggère, en fait, c'est le point de départ du vrai recrutement de ce que vous appelez depuis des années le recrutement de la sangle abdominale, du corps, des abdos. Ça se fait tout logiquement. C'est supposé se faire tout logiquement dans le contexte de la quadrupédie avancée. Donc, pourquoi est-ce que chez tant d'athlètes, chez tant d'adultes qu'on entreprend comme clients, comme athlètes, on trouve que les abdominaux n'ont pas le rendement voulu? L'hypothèse qu'on a à IP, c'est qu'en fait, il y a à peu près personne qui est passé par le stade de la quadrupédie avancée, parce que si on joue le jeu, on peut dire qu'il y en a plusieurs qui ont peut-être pas beaucoup, même des fois, pas du tout rampé à 4 pattes. Donc, imaginez, si on n'a pas beaucoup fait de la quadrupédie initiale, on n'a sûrement pas fait beaucoup de quadrupédie avancée, qui est là où on travaille la sangle abdominale, donc un heureux mélange d'abdominaux profonds, d'abdominaux superficiels, qui sont supposés travailler ensemble en ajoutant le rôle du diaphragme thoracique. Maintenant, comment est-ce qu'on peut inclure ça dans notre programme d'entraînement? C'est super simple. Vous avez des exercices en ordre de progression. En fait, l'idée, c'est de commencer avec les 2 premiers qui ne sont pas encore maîtrisés. Et la maîtrise de l'exercice, c'est 2 choses. C'est de réussir à faire d'un point de vue mécanique exactement ce qui est suggéré dans les capsules, mais c'est aussi de le faire pour la durée qui est recommandée. Donc, exemple concret, quand vous réussissez le premier exercice, le glissement dorsal actif, pour 3 minutes avec la même fluidité que ce que vous avez vu à l'écran, ben vous êtes prêt à passer à l'exercice suivant. Donc, vous choisissez en fait 1 ou 2 exercices, commencez avec les premiers et une fois que c'est maîtrisé, vous passez aux exercices suivants. Après, c'est comme vous voulez. On peut les utiliser comme échauffement avant la séance d'entraînement ou avant le sport. Ma préférence, c'est de les utiliser en fin de séance d'entraînement lorsque vient le temps de travailler de façon plus spécifique la sangle abdominale, mais dans les 2 cas, ça peut tout à fait se justifier. Et le but, ben, c'est de compléter la série des exercices autant d'un point de vue qualitatif que au niveau de la durée, donc dans un aspect qui est quantitatif.